On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui titre en une ce mois de juillet sur les leaders, les nouveaux leaders du continent africain. Bonjour Ziad. Bonsoir. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Et spécialiste des vieux leaders. Au sommaire, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Les mots d'Emmanuel Macron après 3 jours de silence. Dans une lettre aux Français publiée dans la presse régionale, le chef de l'État appelle à bâtir une majorité solide. On comprend qu'il n'inclut a priori ni le Rassemblement national, ni la France insoumise dans son raisonnement. La gauche, elle, dénonce un déni de démocratie. Et puis les doutes de l'équipe de France de football après la défaite des Bleus hier face à l'Espagne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On tentera d'y répondre dans un instant, c'est l'essentiel. On n'avait pas entendu depuis les résultats dimanche du second tour des élections législatives ici en France. C'est peu dire que sa parole était attendue. Emmanuel Macron sort du silence. Actuellement retenu à Washington, un sommet de l'OTAN, le chef de l'État adresse une lettre aux Français dans la presse quotidienne régionale. Il appelle à former une majorité solide entre forces républicaines. Cécile Galuccio. Sa prise de parole était attendue depuis les résultats du second tour. Il aura donc fallu 3 jours au président français pour sortir de son silence, par écrit. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Enfin, personne ne l'a emporté. Emmanuel Macron se dresse alors à contre-courant du nouveau Front populaire, qui revendique le plus gros contingent de députés et espérait donc, de facto, la nomination rapide à Matignon d'une personnalité issue de leur rang, en vain. Unique dans le monde démocratique. Le président refuse de reconnaître le résultat des urnes qui a placé le nouveau Front populaire en tête des votes et des sièges à l'Assemblée. C'est le retour du droit de veto royal sur le suffrage universel. Pour le chef de l'État, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Et compte tenu du contexte, elles vont devoir brasser large. Le président pose alors ses conditions. Je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Les bases sont donc posées. Mais qui Emmanuel Macron envisage-t-il dans cet ensemble de forces politiques? Aucun parti n'est clairement identifié. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État exclut, sans les nommer, le Rassemblement national et la France insoumise. Alors les macronistes vont-ils faire une alliance unique avec les LR, comme le souhaite Aurore Berger, ou vont-ils faire le choix d'une large coalition intégrant notamment les sociodémocrates? Ce n'est en tout cas pas du ressort du président Macron, et c'est bien ce que lui reproche Jordan Bardella. Emmanuel Macron organise la paralysie du pays en positionnant l'extrême gauche aux portes du pouvoir après d'indignes arrangements. Et son message est désormais « débrouillez-vous, irresponsable ». Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État veut à tout prix éviter l'immobilisme. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités. Et Gabriel Attal reste en charge des affaires courantes. Ziad Limam, il avait dissous au nom de la clarté et fait activement campagne, un peu trop même, au goût de certains des membres de ce qui était alors la majorité présidentielle. Et puis, silence depuis dimanche soir. Aujourd'hui, cette lettre qui appelle à former une majorité solide, qui dit qu'il n'y a finalement pas de résultat clair. Personne ne l'a emporté à l'issue de l'élection. Il est encore audible, Emmanuel Macron? Peut-être que les gens n'ont pas envie de l'entendre, mais il se trouve qu'il est président de la République. Donc on peut faire semblant qu'il n'existe pas, mais il existe. Alors il est peut-être plus le maître des horloges, Jupiter. Il s'est effectivement un peu dissous lui-même, mais il est quand même dans ses
dans ses attributions, de s'exprimer de cette manière, de dire voilà ce que moi je pense faire et le message qu'il donne. Donc bon, ça c'est une réalité tangible, j'allais dire constitutionnelle. Vous voyez une continuité entre le soir du résultat des européennes, c'est-à-dire la dissolution, et ce message aujourd'hui? Non, je pense que encore une fois, on peut partir du scénario A, il est complètement zinzin, il prend une décision à l'arrache, il décide etc., auquel moi je ne crois pas. Je pense que c'était quelque chose d'un peu préparé. Peut-être que le résultat lui-même des élections européennes était tellement mauvais que ça a précipité une décision qui était de toute façon dans les cartes. Il espère une clarification qui ira vers ses forces, ça n'apparaît pas. Les Français répondent autrement à la question. Et la deuxième question qui se pose très très vite, c'est « Ok, très bien, mais est-ce que vous voulez que le Rassemblement national gouverne ou pas ?» Et donc, toute l'ambiguïté du deuxième tour et toute la complexité des résultats, c'est un pays qui dit majoritairement non à une gouvernance Rassemblement national, mais qui ne dit pas, franchement, ce vers quoi il tendent, parce que le reste des Français qui ne veulent pas du Front National sont divisés entre une extrême gauche, une gauche, un centre, des Républicains, et le résultat aussi est très difficilement lisible, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour ce qu'ils voulaient, ils ont voté contre ce qu'ils ne voulaient pas. Donc c'est pour ça que je trouve, personnellement, toutes ces espèces de déclarations de candidature, je vais être Premier ministre, je vais être ceci, je vais être cela, programme, rien que le programme. Non, je trouve ça je trouve ça extrêmement déprécié par rapport à l'exigence qui est celle de la France aujourd'hui, qui est de trouver un gouvernement... On recherche d'un compromis. D'un compromis, qui est de trouver... Parce que les électeurs, encore une fois, leur message... Ils envoient des messages. Quand on a 3 groupes à peu près équidistants, on ressent très bien, il y a une demande de sécurité et il y a un problème immigration, ça c'est le Rassemblement national. Il y a une demande de justice sociale parce qu'une partie des électeurs ont l'impression que ce chapitre-là a été négligé. Et il y a une demande d'efficacité économique parce qu'on sait la dette, etc. Donc les trois pôles sont là. La question, c'est est-ce qu'on peut s'entendre? La deuxième question, c'est est-ce que certains sont d'accord? Et là, sans être macroniste, on peut rejoindre les définitions. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Europe? Est-ce que vous êtes d'accord avec le parlementarisme, avec les institutions républicaines? Ceux qui ne le sont pas, ils sont de facto exclus. Donc voilà, donc je pense que tout ça va durer un certain temps. Je pense que les Jeux Olympiques arrivent vitesse grand V. Et donc tout le monde va rentrer dans la dialectique Jeux Olympiques. Je rappelle aussi, il y a des contraintes. On est en dépassement budgétaire pour l'Union européenne. Ça veut dire qu'on est obligé, en tant qu'État, de déposer des perspectives budgétaires en septembre-octobre, et que ce n'est pas avec ce bazar qu'on va déposer des perspectives budgétaires dont certains veulent dépenser 150, d'autres veulent faire ceci. Donc voilà, donc je pense qu'on est dans la mouise, on n'a pas de coalition. On n'a pas de... Alors, j'entends des... Après, je laisse la parole, mais j'entends des politologues qui disent le barycentre est à gauche. C'est un nouveau mot aujourd'hui, le barycentre. Ah non, le barycentre est à droite. Centre de gravité, quoi. Centre de gravité. Alors, on passe son temps à se dire... Bon, la réalité, c'est 289 sièges. Tout le reste, c'est du blabla. La deuxième réalité, c'est qu'il faut déposer un budget septembre-octobre. La troisième réalité, c'est qu'il y a des Jeux Olympiques dans 15 jours. La quatrième réalité, c'est qu'il y a un pays à faire tourner. Bon, voilà... Après, on peut faire tout le cinéma qu'on veut, très bien. Entre les différents points que vient de citer Ziad Imam, je les ai notés justement. Est-ce qu'il passe une droite ou plutôt une courbe, Gauthier Rybinski? Est-ce qu'on peut trouver effectivement une force cohérente qui parvienne à remplir ces différents objectifs? Emmanuel Macron dit qu'il faut laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis. Il fait mine de ne pas voir que le nouveau Front populaire revendique en tant que premier bloc le pouvoir. Il a raison ou il a tort? Ce que fait Emmanuel Macron, aussi bien à l'égard du nouveau Front populaire que d'autres, c'est de nier, et c'est au fond dans la logique de ce qu'il a toujours avancé, de nier une demande qui, à mon sens, est l'enseignement majeur de ces élections législatives. C'est une demande de politique ou de repolitisation. Les blocs dont parlait Ziad, c'est pas des blocs, c'est pas des écuries présidentielles. Alors, il peut y avoir ce phénomène à l'intérieur, mais c'est des blocs où il y a des programmes fortement marqués, des idéologies fortement marquées. Sont-ils compatibles pour faire 289 voix ?
attendez, justement, le problème, c'est que Macron, pour ça, le président, a toujours dit, vous savez, on peut arriver à faire des majorités. Tout cela, c'est dépassé, ces clivages sont dépassés. Je ne pense pas qu'ils soient dépassés, et c'est la raison pour laquelle ils existent encore. Alors, est-ce qu'avec ça, on peut faire quelque chose ? Si vous voulez, il y a ce que disait Ziad à l'instant sur le fait que ces candidatures, etc., elles sont non pertinentes dans la mesure où, évidemment, elles passent pour des arrangements entre coquins et copains, et qu'elles ne tiennent pas compte, justement, de cette nécessaire cohérence, enfin, que les gens appellent de leur vœu, entre les personnes qui vont incarner quelque chose et ce quelque chose. Mais, en fin de compte, si on veut trouver une solution, et le problème, c'est aussi la manière dont nous allons percevoir ça. Le fait qu'il y ait débat, ça, c'est pas malsain du tout. Le fait qu'il y ait... On ne peut pas débattre en permanence. Non, il faut, attendez. Il y a un gouvernement. Non, mais la situation est suffisamment inédite pour qu'on, justement, on se dise, arrêtons ces inepties consistant à dire que les clivages politiques n'existent plus, faisons en sorte qu'ils soient... Il faut trouver des compatibilités, comme en Allemagne, que vous connaissez bien. Certes, mais justement, en France, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Simplement, ne confondons pas, et c'est là le risque avec tout ce qui se passe, c'est de confondre des arrangements, comme on dit, des magouilles, avec un débat sain. Vous avez raison, il ne faut pas qu'il dure des lustres. Mais sur les mesures, sur les mesures. Simplement, le problème, c'est que par rapport à l'arithmétique des urnes, il risque d'y avoir forcément des frictions. Alors justement, je voulais alimenter et éventuellement soumettre à votre sagacité le sondage de l'Institut ELA pour nos confrères de BFM, qui dit que les Français semblent avoir une préférence, puisque d'après d'abord 7 sondés sur 10 se disent insatisfaits de la composition de la nouvelle Assemblée. Mais à tout prendre, eh bien, il serait 39% à préférer une coalition ensemble LR-gauche, c'est-à-dire en gros ce que semble dire Emmanuel Macron, tous les républicains, sans LFI, contre 34% pour une alliance ensemble LR sans la gauche, donc là on est vraiment sur du centre-centre-droit, et puis 30% pour un gouvernement réduit au seul nouveau front populaire. Alors ce sont des chiffres qui sont proches, 30, 34, 39. Voilà. 3-3. On retrouve les mêmes données. Moi, je veux bien tous ces sondages jusqu'à la nuit des temps. Moi, je préférais ceci, je préférais ça. J'ai vu des gens qui font des calculs avec une feuille Excel, si on rajoute ci, si on rajoute ça. La nuance avec l'Allemagne, parce que c'est un bon exemple, c'est qu'en Allemagne, les divergences au centre de la classe politique, les divergences ne sont pas aussi marquées. Je prends la question des retraites, qui est un marqueur très fort en France. Il faut abolir la réforme Macron, 64 ans, il faut revenir à 62 ans, voire 60 ans, etc. En Allemagne, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas d'affrontement sur cette question. Donc, il y a des débats franco-français qui rendent la discussion extrêmement difficile. La deuxième chose, c'est qu'en France, il y a une élection présidentielle qui formate la discussion. C'est-à-dire que, oui, alors on a basculé dans le parlementarisme, certes, mais ce n'était pas prévu. Non. Donc on apprend en 3 semaines à le faire, mais la réalité c'est que dans 3 ans, il y a une élection présidentielle qui est la mère de toutes les élections en France, et donc on n'est pas sorti de la Ve République, on n'est pas sorti du gaullisme, on n'est pas sorti de cette idée un peu jupitérienne du pouvoir, donc les gens se positionnent tous en se disant, dans 3 ans, il faut que je sois le meilleur au bon moment, au bon endroit, etc. Y compris le Rassemblement national, qui a une véritable chance, dans 3 ans, d'avoir une Marine Le Pen totalement éligible à la présidence. Donc tout ça, ça crée trop de complexité. Et puis c'est pas le moment. Et puis c'est l'été. Et puis les gens en ont ras-le-bol. Ça fait 3 fois qu'ils votent. Et puis il y a un épuisement. Et donc cette classe politique, elle a fortement intérêt à répondre présent, même si c'est 1 an et demi, on verra bien, mais répondre présent aujourd'hui. Il y a des deadlines. Le 18 juillet... Parce que les groupes, on en est au point où on ne sait pas qui est quoi dans les groupes. Il va falloir attribuer des présidences de commission. Non, mais même les groupes, on ne sait pas. Reconquête est en train de se déchirer entre l'aile droite et l'aile gauche. Ils ont élu des présidents de groupe aujourd'hui. Oui, bon, c'est pas très clair. Il y a combien de gens dans Reconquête aujourd'hui, le groupe et bon, tout ça n'est pas clair. Renaissance, vous voulez dire. Reconquête n'existe plus. Renaissance, pardon. Et il est clair qu'une partie de la gauche socialiste se dit plutôt social-démocrate. Tout ça est en train de bouger et on saura... Quand tout sera installé... Ça va se décanter, oui. Mais c'est loin, cette vitesse-là, le 18 juillet, c'est... Oui. On va peut-être voir juste la réaction, si vous voulez bien, alors je crois Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, qui a dénoncé effectivement un déni de démocratie de la part d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si on a
Le verbatim, bon, on l'a pas. Gauthier Rybinski, est-ce qu'il n'y a pas là, effectivement... voilà, la gauche, aujourd'hui, considère que Emmanuel Macron doit les appeler immédiatement. Vous comprenez ces réactions ? Écoutez, 193 députés, tout compris. Oui. On est à presque 100 députés de la majorité. Oui. Dont les dissidents. Dont les dissidents. Ont été purgés. Oui. Écoutez, alors, comme dirait, je crois que c'était Alexis Corbière qui disait il y a un avenir pour la gauche en dehors des dictates de Mélenchon. Mais le réflexe qui consiste à revendiquer le pouvoir, c'est un réflexe qui est issu justement des équilibres qu'on connaissait jusque maintenant. Ouais. Si vous voulez, c'est pas complètement absurde, compte tenu du fait que c'est ce pôle-là, et c'est pas du tout marqué en allégeance. De la part du chef de l'État à appeler les représentants d'un parti qui n'ont cessé, eux, de dire pendant 2 ans qu'il y avait une minorité présidentielle. Bien sûr, sauf qu'on a bien vu aussi qu'un certain nombre de députés, de candidats issus des rangs de l'ex-majorité présidentielle ont trouvé leur salut à travers... C'est ça aussi qui est perturbant. C'est-à-dire qu'à travers le combat qu'il y avait contre le RN, on s'est retrouvé avec des alliances, qui étaient... Allons-y, disons-le, pour une majorité de gens, elles étaient nécessaires et même affectivement, tripalement utiles. Mais qu'ensuite, on se retrouve avec les incohérences politiques que ça génère. Juste un point sur ce que disait Ziad concernant l'Allemagne. Oui, c'est totalement exact. Le problème, c'est que la culture du compromis en Allemagne donne parfois des incohérences. On voit dans quel état est cette coalition aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'elle est ramenée entre un libéral, par exemple, et des écologistes. Elle est ramenée à ces contradictions profondes. La seule chose, c'est que Scholz n'a pas dissous le Bundestag. La difficulté du super Premier ministre, c'est que c'est aussi de l'ombre pour le président. Parce que le profil qu'on est en train de décrire, c'est Superman ou Superwoman. Il aura une assise politique plus forte que celle d'Emmanuel Macron. Un peu à droite, un peu à gauche, acceptable par l'arc républicain, capable de lutter contre le Rassemblement, capable de lutter contre LFI. C'est Superman ou Superwoman. Et donc, c'est difficile aussi de se dire comment les institutions vont s'adapter à la réalité d'un Premier ministre puissant, d'une cohabitation de facto, avec 3 groupes de forces équivalentes, avec un président qui ne veut pas être, comme disent les Américains, un canard boiteux, un lame duck, donc qui veut préserver sa marge de manœuvre. Je pense qu'on est parti pour des semaines extrêmement intéressantes. J'ai beaucoup de questions. Les vacances vont être... Enfin, l'été en tout cas, ce ne sera pas forcément les vacances pour tout le monde, mais l'été sera chargé, semble-t-il. Un peu moins peut-être pour l'équipe de France. Tiens, à l'heure des comptes, après un Euro de football en demi-teinte, les Bleus ont fini leur parcours hier aux portes de la finale, stoppés 2-1 par une Espagne dominatrice. On voit ça en image avec Nicolas Chamontin. À la fin du match, la déception se lit sur les visages français. Pour la première fois depuis 1996, les Bleus sont éliminés en demi-finale d'une grande compétition. Un échec pour le capitaine Kylian Mbappé, passé à côté de son Euro avec un seul but marqué. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison, c'est simple. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football. À Munich, tout avait pourtant bien commencé pour l'équipe de France. Dès la 9e minute, Kylian Mbappé dépose un centre sur la tête de Kolo Muani qui trompe le gardien espagnol. En difficulté, La Roja revient au score grâce à une merveille de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone, 17 ans dans 3 jours, enroule une superbe frappe dans la cage de Mike Maignan et devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Je ressens de la fierté, c'est un rêve. Tous les enfants rêvent de marquer un tel but pour leur équipe nationale à un moment aussi important. Je suis très heureux. 4 minutes plus tard, l'Espagne prend l'avantage sur un tir de Dani Olmo dévié par le défenseur Jules Koundé. Trop imprécis devant le but, les Bleus ne reviendront jamais au score. Une déception pour les supporters français. Mérité, complètement mérité. Vu le match, on n'a pas existé. Félicitations aux Espagnols. À Madrid, les fans de La Roja, eux, sont en liesse. Nous allons gagner la finale parce que nous sommes les meilleurs en Europe et dans le monde. Les Espagnols tenteront de remporter leur premier trophée majeur depuis 2012 face aux vainqueurs de l'autre demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Ziad Limam, faut-il en vouloir aux joueurs pour ces 6 matchs sans saveur ? C'est une question, mais vous voulez que... non, je pense que... On a beaucoup critiqué le style de jeu. Non, le principe d'une équipe, c'est que c'est une équipe. Donc c'est un mécanisme, c'est un fonctionnement.
il y a des joueurs, il y a un entraîneur, il y a un banc de remplaçants. Donc c'est toute la machine qui peut être remise en question ou contestée. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que c'est quand même un Euro assez terne, avec des équipes très très défensives, avec cette école du football très installée maintenant. Il faut être résilient, il faut être courageux, il faut se battre, il ne faut pas prendre de but, il faut faire le mur, il faut se défendre. Et cette école est devenue puissante, elle s'est imposée en Europe. Je suis de loin la Copa América qui se joue en ce moment en Amérique. On a les mêmes problèmes, ce qui fait qu'on a nos amis africains qui disent en rigolant vous aviez qu'à venir à Abidjan à la Coupe d'Afrique parce que là, il y avait du foot et il y avait de l'ambiance. Donc bon, on voit bien qu'il y a ce problème d'école. Après, il y a la question... c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est la question Deschamps et la question Mbappé. Oui. Donc la question Deschamps, est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il ne faut pas le garder? Moi, mon principe, c'est que quand il y a un échec, et je pense que là, il y a quand même un échec, c'est-à-dire cette équipe, elle a des qualités énormes, il y a tant sur le plan défensif qu'offensif, il y a un échec d'animation, il y a un échec de cohésion, il y a quand même... des matchs pas terribles. Il y a des mauvais choix. Sur Griezmann, par exemple, sur le banc. On peut toujours, les mauvais choix. Vous savez, la fameuse anecdote, 55 millions de Français, 55 millions de sélectionneurs. Je ne suis pas là pour dire ça. Tout ce que je vois... Griezmann lui-même n'a pas l'air d'être très satisfait. Il n'est pas tout jeune. Il a pris de l'âge. Ce n'est pas sa première compétition. Mbappé s'est blessé. Il a fait une saison éreintante, qui n'était pas terrible d'ailleurs. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Tout ce que je vois, c'est que le modèle qu'on nous propose ne fonctionne pas. Et que malgré tout, on peut dire que la demi-finale, c'était l'objectif, mais presque minimal. Mais ce foot-là, cette manière-là, et de sortir devant une équipe qui, elle, joue l'exact inverse. Qui est une des seules, d'ailleurs, dans cette qui joue l'attaque, là, avec ce prodige qui va me permettre de faire mon troisième petit point. Ce prodige, Lamine Yamal, qui met un but d'anthologie. Et voilà, c'est un autre football. Et j'attends avec impatience les résultats de ce soir... pour voir qui va aller affronter ces Espagnols, mais je ne vois pas qui peut les battre aujourd'hui. Je vois pas qui peut les battre aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que ce qui m'a frappé dans cet Euro, c'est la mixité des équipes. Alors qu'on est en plein débat sur l'identité, c'est quoi la France, c'est quoi ceci, toutes ces équipes sont totalement mixtes. Il n'y aurait pas de football européen sans l'apport des migrations, troisième génération, deuxième génération, whatever génération. Mais voilà, c'est ce Lamine Yamal, il est le produit d'une Espagne contemporaine. Il marque des buts spectaculaires. En France, il y en a d'autres. Même Marcus Thuram est le descendant d'une immigration ancienne. Mbappé, tous ces gens-là portent la valeur de la diversité. Et c'est bien que le foot nous rappelle que cette diversité est très importante pour créer de la force, de l'énergie. Oui, alors c'est intéressant parce qu'en plus, on a débuté cet Euro de football avec des prises de position de ces mêmes joueurs sur le contexte politique en France, avec cette menace Rassemblement national et la nécessité, à l'époque, de donner des consignes de vote. D'ailleurs, ça avait été reproché par la fédération. Aujourd'hui, on voit quand même que, effectivement, les effectifs, non seulement en France, mais dans une grande partie de l'Europe, reposent justement sur ce que l'immigration a pu apporter de sportifs, et pas que, évidemment, de sportifs. Alors, attention de ne pas y voir un paysage, une carte postale, quelque chose... Attention. On est raisonnable. Hein. Non, mais parce que, voilà, c'est fantastique. Moi aussi, bien sûr, on se souvient tous des paroles de Jean-Marie Le Pen qui avait dit « Il y a trop de noirs dans cette équipe », ce qui était infâme. Avec une chose qui est quand même non seulement immonde, mais qui est de l'inconscience. S'il y a autant de joueurs noirs ou issus de l'immigration en équipe de France, c'est quoi aussi ? C'est quoi aussi quand on dit à un enfant écoute, toi, ça va pas bien à l'école, fais du foot. Alors évidemment, ça donne des Zidane, ça donne des Mbappé, mais pour un Zidane, pour Mbappé, combien reste ou végète dans un professionnalisme ou semi-professionnalisme? Je veux dire par Vous voulez dire que la politique de la ville par les gymnases ou les terrains de basket, ça suffit pas? Ça suffit pas, mais parce que aussi, si vous voulez, il y a eu une sorte, il faut bien le reconnaître, une sorte d'assignation parfois qui a été faite pour des enfants qui, étant en échec scolaire relatif, on leur disait mais oui, mais regarde, c'est bien l'affirmation par le sport. Et en plus, derrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des commentateurs comme nous qui disent, voyez, l'apport de l'immigration. Très bien, moi je veux bien, il y a quantité d'autres aspects. On a manifestement quand même des joueurs, alors de Saï jusqu'à Mbappé aujourd'hui, qui ont des têtes bien faites.
Oui, alors on ne va pas citer ceux qui ne l'ont pas bien fait, mais oui, bien sûr, il y en a. Tant mieux. Qui pour certains sont très français dans leur racine. Non, mais complètement. Pas de lien. Je veux dire par là que c'est une image un peu d'Épinal, de l'apport. Il y a quantité d'autres domaines où l'immigration apporte des choses très concrètes à la France. Et là, celle-là, mais là, bien on est sûr. Typiquement dans un... Voilà, c'est populaire. C'est populaire, mais vous voyez qu'on peut très bien, imaginons la conversation de bistrot, on peut très bien avoir notre Français bien blanc qui va dire oui, j'aime pas Mamadou, mais alors Mbappé, formidable. Et puis vous voyez bien que je suis pas raciste. Bon, attention à ce genre de choses, c'est tout. Mais tout ça s'applique à n'importe quelle, situation. Mon concierge est formidable, mais j'aime pas. C'est la fameuse. D'ailleurs, ça a coûté beaucoup au Rassemblement national le fait d'entendre certains de leurs élus. Je comprends en partie ce que tu dis, mais leur candidat. Je pense qu'il ne faut pas négliger la valeur d'exemple. Alors, c'est peut-être que le foot, ça ne devrait pas être cette valeur d'exemple. Bon, il se trouve que c'est vu par des milliards de gens, il se trouve que c'est vu par des millions de gens, et il se trouve que ça interpelle la société. Donc, avec ses limites, avec ses défauts, etc. Donc, quand ces joueurs s'expriment, ils interpellent la société. Quand ils gagnent, ils interpellent la société. Et tant mieux. Quand on voit des gamins comme Lamine Yamal, ils interpellent la société espagnole. Donc, tout ça, c'est plutôt bon. Et c'est mieux que des équipes qui seraient totalement homogènes et qui ne représenteraient pas la réalité sociologique de leur pays. Ça c'est point 1. Point 2, pour en revenir à Deschamps, parce que quand même, c'était un sujet intéressant. Ça fait 2012, enfin, ça fait... Oui, 2012, oui. Ça fait 12 ans de mandat. Ouais. L'expérience montre que c'est comme les impôts. C'est-à-dire, il y a un moment, ça baisse. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Le discours passe moins bien. Il y a une Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique, Canada, qui est dans 2 ans. Et puis, il ne faut jamais oublier dans le football les questions d'argent, qui sont extrêmement importantes. Et donc, une rupture de contrat, c'est très, très coûteux. Ouais. Surtout pour quelqu'un comme Didier Deschamps, qui n'est pas le dernier né, y compris dans le monde du football et dans les arcanes du football. Il maîtrise très bien sa machine. Ouais. Donc, tout ça, c'est un arbitrage entre l'argent, la performance. Est-ce que l'équipe reste soudée? Est-ce qu'elle n'est pas soudée? Est-ce qu'elle peut aller en Coupe du Monde? Le risque, c'est, encore une fois, des fois, le foot surprend tout le monde, c'est les éliminatoires. Les Italiens qui sont en crise permanente n'ont pas résolu leurs problèmes depuis des années. Ils ont gagné il y a 4 ans le championnat d'Europe, et depuis... Donc voilà, donc on va voir si nous, on arrive à passer le cap. Le coup près. Gauthier, vous aviez un mot à dire? Oui, juste un mot, mais c'est pas sur Didier Deschamps. C'était attention simplement, et on peut avoir les mêmes vibrations que vous, mais attention simplement de ne pas faire du foot, du joueur de foot issu de l'immigration, l'alibi en disant voilà la bonne immigration. C'est beaucoup plus complexe que ça. On sait très bien quels sont les problèmes. Voilà, par ailleurs. Et oui, et puis c'est ça, cette espèce de voie de garage dans laquelle on met des jeunes issus de l'immigration. Mais il vaut mieux qu'ils soient là qu'ils ne soient pas là. Oui, mais ça en fait tellement d'autres qui sont laissés de côté que ça mérite le regard. Ça aussi. Voilà. Prétexte ou exemple, on pourra reprendre le débat. On a déjà eu ces discussions il y a 2 ans. Merci beaucoup, Ziad Limam, Gauthier Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes.